Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spécialement dédiée à l'agrégation, en tout cas au concours de l'enseignement. Je voulais aborder un sujet que j'avais pas encore abordé, à savoir celui du brouillon. Oui, le fameux sacro-saint brouillon de dissertation. Puisqu'ici, effectivement, il va être question de la dissertation ou composition française, une des épreuves les plus canoniques qu'on retrouve dans les concours de l'enseignement en lettres. J'ai pas retrouvé, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à remettre la main sur mon brouillon de dissertation française d'agrégation, j'ai eu 16. Cependant, j'ai demandé ma copie, donc je ferai prochainement une vidéo d'analyse de cette copie sur un sujet que je n'avais pas compris. Faut quand même le faire. Et le sujet où j'ai compris, j'ai eu 9 sur 20. Voilà. Mais j'ai retrouvé en fait un brouillon de dissertation, pour une dissertation toujours sur Baudelaire, où j'avais eu la même note qu'au concours en prépa agrégation, à savoir 16 sur 20. Donc je me propose de vous présenter un peu la forme que prend mon brouillon. C'est une proposition de méthode pour présenter votre brouillon. C'est absolument pas la solution adéquate peut-être pour vous, mais c'est une proposition pour vous guider si vous débutez en dissertation ou si vous avez envie d'organiser un peu vos idées. C'est une méthode que j'ai élaborée au fil de nombreuses années. Il y a des choses que je faisais déjà il y a plusieurs années en prépa, d'autres que j'ai améliorées quand j'ai préparé le CAPES, et puis certaines que j'ai ajoutées vraiment au dernier moment avant l'agrégation et qui m'ont pas mal aidée. Donc je vais tenter de vous donner ces petites astuces. Alors déjà en termes de temps, j'avais fait une vidéo sur le temps, sur une épreuve de 7 heures, comme on a pour l'agrégation de lettres. Je vous conseille de ne passer au brouillon qu'environ 1h30 à 2h, grand maximum, parce qu'après vous n'aurez pas le temps de tout rédiger. Passer moins de temps sur le brouillon, ça vous permettra pas d'être assez développé pour pouvoir ensuite rédiger dans la foulée de façon fluide et ne pas perdre trop de temps dans la rédaction. En fait, faire un bon brouillon, c'est s'assurer de ne pas perdre de temps au moment de la rédaction. Le brouillon, généralement, moi, je prends maintenant en termes de feuilles, environ 4 feuilles. Alors, 4, c'est vraiment un minimum et ça peut aller jusqu'à 5. Vous allez voir pourquoi. Je vous déconseille d'utiliser aussi trop de feuilles de brouillon parce qu'après, vous allez vous perdre entre les feuilles sur lesquelles vous recopiez et les feuilles de brouillon. Et aussi éviter d'utiliser le verso de la feuille. Alors là, il y a des écritures parce qu'en fait, ce sont des feuilles de brouillon que j'ai utilisées pour faire ma dissertation, mais n'utilisez qu'une face parce qu'après, vous allez peut-être oublier des choses de l'autre côté. La première page du brouillon, je la prends toujours en format paysage. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, je vais réécrire l'intégralité du sujet et ça, c'est ce que je ne faisais pas avant cette année. Donc je réécris l'intégralité du sujet, même s'il est assez long, et j'espace bien entre les lignes, je laisse peut-être l'équivalent de 2 carreaux si c'était une feuille à carreaux, on imagine, pour pouvoir écrire des choses. Et j'écris avec une encre plus foncée si possible pour que le sujet ressorte bien. Par exemple, le sujet c'était « Lire la critique d'art de Baudelaire dans l'espace global de l'écriture baudelairienne est pleinement nécessaire, comme il est sans doute fondamental de tenir que parlant de peinture, le poète n'écrit bien que son propre texte, voire ne parle que de son écriture. Peut-être faut-il encore assumer clairement que, ce faisant, le texte peut manquer son objet et que la critique d'art-poème peut n'avoir qu'une pertinence relative quant à la peinture même, dont elle organise et illustre puissamment une dichotomie fondamentale entre le faire essentiel au peintre et les faits. Une fois que vous avez recopié le sujet, déjà le fait de le recopier, ça va vous permettre de vous le mettre dans la tête, d'essayer de décrypter un petit peu ce qui s'y passe et de déterminer aussi le ou les thèmes principaux. Et ces thèmes principaux, vous allez les inscrire en haut de la feuille de brouillon. Alors moi j'ai mis thème, 2 points, thème ou thèse, hein, ça fait les deux. Donc là j'avais mis critique d'art, rapport de la critique d'art avec l'œuvre d'art, fonction de la critique baudelairienne, est-ce qu'elle est purement esthétique ou est-ce qu'elle est didactique, descriptive. Vous pouvez résumer ça en quelques mots, mais c'est important surtout de saisir de quoi il est question dans le sujet et vraiment de s'axer sur un thème pour éviter en fait de partir dans le hors-sujet. Il faut vraiment cadrer le sujet, c'est la première étape après avoir recopié en fait le sujet. Ensuite, vous allez passer au décryptage du sujet, d'abord au niveau macro. C'est-à-dire que vous allez essayer de distinguer les différents moments du sujet. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets des crochets autour des parties qui, je trouve, vont ensemble. J'entoure aussi soit les connecteurs logiques, soit les mots qui semblent mettre un peu de nuance. Enfin, là, j'ai pas entouré les connecteurs logiques, mais j'ai entouré
des mots qui revenaient. Donc là, ici, la répétition du possessif, je reviendrai dessus après, mais au niveau macro, en tout cas, vous devez structurer le passage, le long passage de la citation avec ce que vous avez compris. Donc ici, par exemple, j'ai des crochets sur la première phrase, qui est une forme de propos absolu et directif. J'ai encadré une comparaison à partir du comme jusqu'à l'écriture. Ensuite, il y a une modalisation. Et j'ai encadré la fin de cette modalisation, dont elle organise et illustre puissamment une dichotomie fondamentale entre le faire essentiel au peintre et les faits. Et j'ai essayé d'introduire un connecteur logique pourtant, qui montre qu'en fait cette partie de la phrase, cette relative, elle marque une contradiction, elle marque une concession. Donc quand vous séparez en fait ces morceaux de phrase, il faut bien identifier la nature du morceau de phrase plutôt, ce dont il est question, est-ce que c'est une thèse, est-ce que c'est un argument, est-ce que c'est un exemple, et aussi le lien logique. Est-ce que c'est une comparaison, est-ce que c'est une concession, est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence? Ce sont vraiment les deux points importants, c'est-à-dire nature, thème du morceau de phrase et lien logique avec ce qui a précédé. Vous allez cette fois-ci partir dans le détail. Alors dans le détail, vous allez expliquer tous les mots ou groupes de mots, expressions qui vous paraissent importants à expliquer. Donc là, vous allez faire des petites flèches avec des explications juste en dessous. Par exemple, critique d'art. Moi, j'ai mis genre codifié des salons avec des attendus, fonction descriptive des comptes rendus, représenter l'absent pour les absents, neutralité. Et je fais ça un peu pour toutes les expressions qui me semblent importantes et qui aussi pourraient être polysémiques ou en tout cas apporter des éléments de réflexion. Je pense d'emblée aussi à la dimension dialectique de ma dissertation et j'essaie de voir un petit peu ce qui peut poser problème entre les différents mots ou expressions de la citation. Par exemple, quand on a un propos restrictif comme « voir ne parle que de son écriture », moi je trouve tout de suite une antithèse. Non, il ne parle pas que de son écriture, il parle aussi du monde. N'hésitez pas aussi quand vous voyez des négations, des présents de vérité générale, des adverbes comme pleinement, des adjectifs comme nécessaire qui sont assez absolus. Notez tout ce qui est de l'ordre de la modalisation du discours. Est-ce que c'est un discours assertif? Est-ce que c'est un discours en nuances? Ici on a les deux puisqu'on a également la modalisation avec l'adverbe peut-être. Faut-il encore assumer clairement? Vous voyez, on a ce peut-être et on a quand même l'adverbe clairement qui vient juste après contredire ce peut-être. Une fois que vous avez passé en revue toute la citation, et j'insiste bien toute la citation, que vous l'avez passée au peigne fin avec ses explications, vous pouvez également faire des liens entre certaines expressions. Par exemple, moi j'ai souligné par 2 fois les mots qui allaient dans le sens d'un propos absolu, assertif, donc là, tout ce qui est de l'ordre de la modalité, en fait, de la modélisation du discours qui porte pas sur le contenu mais plutôt sur le contenant, sur la forme. Soit j'ai souligné, soit j'ai entouré, soit j'ai encadré, soit j'ai fait des petites vaguelettes. Donc vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la modélisation, sans doute, peut-être, tout ça c'est en petites vaguelettes. Tout ce qui est absolu, par exemple, pleinement nécessaire, assumé clairement, fondamental, 2 fois. Je l'ai souligné. J'ai entouré également les possessifs qui revenaient afin de créer des réseaux, des liens qui montrent qu'en fait il y a une progression dans la citation et que j'ai compris cette progression. Vous savez, l'analyse du sujet dans l'introduction, on la compare souvent à un commentaire de texte littéraire, mais c'est un peu ça. Alors pas complètement parce qu'il ne s'agit pas de faire une exégèse pendant toute la dissertation de cette citation, mais il faut quand même un petit peu comprendre comment elle fonctionne et quels sont ses mécanismes. Et bien c'est dès le moment du brouillon que vous allez faire ça. À partir de ce moment-là, vous avez à peu près compris en fait le problème que pose la citation, ou en tout cas quel problème vous pourriez relever. Donc on va passer à la formulation d'une problématique au brouillon. Alors ça je le fais toujours en bas de ma feuille, je marque PQ, c'est une abréviation, assez drôle d'ailleurs, mais qui signifie pour moi problématique. Et là, j'essaie de formuler des problématiques. Alors, c'est très difficile de formuler une problématique, et moi je m'y reprends en plusieurs fois. Des fois, je raye certaines parties de la question, des fois j'y reviens, des fois je suis même pas satisfaite à la fin de mon brouillon, et je me dis que j'y reviendrai au moment de réécrire mon introduction. Donc là, par exemple, j'avais écrit « La critique d'art baudelairienne n'a-t-elle pour objectif que sa propre réussite esthétique ? En tant qu'œuvre littéraire autonome, ou peut-elle encore assumer les fonctions traditionnelles du compte-rendu de salon ?»
Est-elle intrinsèquement autotélique, destinée à exhiber la virtuosité stylistique du poète, ou peut-elle être conçue comme un miroir de ce que doit être l'écrivain à l'aune de ce que doit être le peintre? A-t-elle un autre but que la description, la formulation de principes esthétiques? Vous voyez, je mets une succession de questions qui ne doit pas apparaître comme telle dans la copie. D'ailleurs, si je lis ma copie, la problématique, elle tient en une seule question. Il ne faut pas faire 15 questions au niveau de la problématique. Les petites questions subsidiaires, vous les posez avant, au moment de la problématisation, mais la problématique, elle doit vraiment être unique. J'ai fait 2 questions, mais c'était les deux, parce que j'arrivais pas à choisir, mais c'était vraiment 2 bonnes grosses questions qui allaient bien ensemble et qui se répondaient. Mais, vous voyez, j'avais quand même fait d'autres suggestions, et finalement, je les ai pas prises. Faites-vous un panel assez large de problématiques si vous n'arrivez pas à choisir, et vous verrez que lorsque vous rédigerez votre introduction, la solution arrivera d'elle-même. Donc là, on en arrive à la dernière étape de cette feuille-là, cette feuille en format paysage, j'insiste, à savoir le surlignage des éléments. Vous voyez, sur cette feuille, j'ai utilisé 3 couleurs, j'ai utilisé du rose, du bleu, du jaune. En fait, ces couleurs-là correspondent à mes 3 parties. La première partie, c'est tout ce qui est en rose, la deuxième partie, tout ce qui est en bleu, et la troisième partie, tout ce qui est en jaune. Pourquoi je répartis déjà mes idées, mes arguments par partie? Bien parce qu'en fait, le plan va venir ensuite. J'ai déjà une idée de ce que j'ai envie de proposer dans les grandes parties. Là, vont rentrer en jeu mes 3 autres feuilles, et vous voyez que sur mes 3 autres feuilles, j'ai surligné, une fois que j'avais réécrit mes arguments au propre, dans la couleur qui correspond en fait aux arguments sur le brouillon. Donc, vous voyez qu'une simple idée sur le brouillon peut être développée dans le plan détaillé. Donc là, en fait, ces 3 feuilles, si vous voulez, à partir de mon analyse du sujet, c'est mon plan détaillé. Donc vous voyez, le plan détaillé, il ne tient pas sur une seule page, il tient sur 3, puisque 3 parties, toujours en 17. Avant, je faisais un tableau en 9 cases sur une seule feuille en format paysage, mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Et cette année, pour l'agrégation, j'ai opté pour cette solution qui me semble la plus pratique, en tout cas lorsqu'on est dans les études supérieures. Donc si on prend par exemple la première partie, alors tout de suite, je note au brouillon le titre des grandes parties sur 3 feuilles en haut de chacune des feuilles. Donc grand 1, une critique d'art qui se veut essentiellement esthétique. La critique d'art poème ne semble pas répondre aux fonctions usuelles du compte-rendu de salon, donc là on va dans le sens de la thèse de l'auteur. Ensuite, grand 2, la critique d'art ne peut pas exister sans son objet. Baudelaire ne parle pas exclusivement de son écriture, son propre texte se fonde sur les œuvres réelles. Donc là, on est dans l'antithèse, dans la nuance, vous l'aurez compris. Et dans le grand 3, réinventer la critique par le dialogue entre peinture et poésie via la théorie des correspondances. Donc là, on est dans la synthèse, ou plutôt le dépassement du sujet, qui est toujours un peu ma partie foireuse, de toute façon, qui apparemment tenait la route dans cette disserte. Donc vous voyez, tout de suite après cette étape-ci, vous avez cette étape-ci, à savoir écrire les 3 titres de vos 3 grandes parties en haut, donc avec le chiffre romain de la grande partie. Et ensuite, vous tirez un trait juste en dessous et vous séparez le reste de la feuille en 3 cases. Ça, je vous conseille vivement d'investir dans une règle. Dans ces 3 cases qui sont assez grandes, ça va correspondre en fait à nos 3 sous-parties. Vous allez mettre un petit titre à côté d'un petit 1, petit 2 et petit 3, donc en haut de la case. Comme par exemple ici, petit 1, le lien entre la critique d'art de Baudelaire et son œuvre est manifeste. À chaque fois, en fait, ces idées, ces titres de parties que je développe, ces titres de sous-parties que je développe ensuite, elles proviennent directement de ma première feuille de brouillon en format paysage, à savoir la feuille de brouillon qui correspond à l'analyse du sujet. Et je reprends mes petits éléments que j'avais mis dans une couleur, donc par exemple ici rose, et je les remets. Par exemple, je prends une idée qui est en rose, je la reformule et je la mets dans ma première sous-partie. Ensuite, vous voyez qu'à l'intérieur même d'une sous-partie, cette année, j'ai appris à faire des sous-sous-parties. Alors c'est un camarade, mon binôme de travail, qui m'a appris à faire ça et j'ai trouvé que c'était nettement plus fourni ensuite pour les dissertations et je pense que c'est ce qui m'a aidé à progresser et à atteindre le niveau de l'agrégation. Un petit A avec un argument qui va dans le sens de mon argument petit 1, j'ai un petit B et j'ai un petit C. Alors il n'y a pas forcément de titre pour ces parties-là, c'est juste un argument que j'avance avec un exemple ou plusieurs qui vont dans le sens de mon petit 1. Donc attention à ne pas vous perdre et à bien hiérarchiser avec ce système de grand 1, petit 1 et petit a. À chaque argument, donc marqué par petit a, b ou c, je mets en une idée, pas rédigée,
et un ou plusieurs exemples. Vous voyez, sur certains, j'ai un exemple. Dans le petit A, j'ai 2 voire 3 exemples. Vous choisirez au moment de la rédaction ce que vous prendrez, ce que vous ne prendrez pas. Il y a des endroits où j'ai pas souligné, où j'ai rayé, des éléments que je n'ai pas mis dans ma copie. Et au moment de la rédaction, enfin le moment de la rédaction, c'est clairement le moment du choix et le moment de la sélection. Et c'est là que vous construisez encore mieux votre dissertation. Quand vous avez fini une sous-partie, je vous l'ai dit, vous tirez un trait et vous faites la suivante en revenant à votre première feuille de brouillon analyse du sujet et en repiochant une idée force de votre analyse du sujet. N'oubliez pas aussi à la fin de vos pages 1 et 2, page grand 1 et les pages grand 2 du plan détaillé, de noter ce que vous mettriez en transition pour déjà anticiper ce que vous allez noter et montrer qu'il y a vraiment une logique entre vos parties et qu'elles ne font pas que juste se succéder. Si déjà ça apparaît au brouillon, eh bien dans votre rédaction ça sera encore plus clair. On me demande aussi souvent si on doit rédiger certaines parties dans le brouillon, par exemple l'introduction ou les transitions. Non, la seule chose que je rédige moi c'est vraiment la problématique. Ça par contre c'est un passage obligé, mais tout le reste c'est assez peu rédigé. Parfois, il m'arrive d'avoir des phrases, des idées de phrases, de formulations, tout de suite je les note parce que je risque de les perdre, mais sinon, je reste quand même très dans l'esthétique de la liste, formulation de phrases nominales aussi pour les titres, mais sinon, je ne rentre pas dans une rédaction détaillée et c'est ça qui fait perdre trop de temps aux candidats qui n'arrivent pas à finir leur copie. Vous répétez donc la même opération de la première partie sur les 2 autres grandes parties. Ensuite, vous pouvez également sur une feuille à part ou sur une feuille sur laquelle j'avais déjà écrit, mettre les éléments de conclusion. Alors ici apparemment j'ai pas mis mes éléments de conclusion, j'avais peut-être déjà ma conclusion dans la tête. Aussi ne pas vous formaliser si vous trouvez pas forcément de petits A, B ou C pour chacune des sous-parties. Il est bon d'avoir quand même 3 sous-parties par partie, mais les sous-parties on s'en fout un peu, d'ailleurs il y en a qui ne font pas de sous-parties. Moi c'était mon cas quand j'ai passé le NS et le CAPES et ça fonctionnait très bien. Il faut pas non plus se bloquer si par exemple vous trouvez pas un argument ou un exemple pour telle sous-partie à un moment T, eh bien vous y reviendrez un peu plus tard. D'où l'avantage de faire des cases et de laisser de la place pour pouvoir ensuite réécrire et modifier. Il m'arrive aussi pendant ma rédaction d'avoir des idées subitement ou de réagencer, et parfois même je raye toute une sous-partie pour la remettre dans une autre partie ou à un autre moment de la grande partie parce que je trouve que ça va mieux. Ça sert à ça aussi, le code couleur, c'est à s'y retrouver, bien surligner au fur et à mesure les idées que vous avez mises dans votre copie. C'est ultra important parce que ça vous permet de voir où vous en êtes et de ne pas oublier les idées principales de votre projet de dissertation. Donc voilà ce que j'avais à vous dire globalement pour le brouillon et voici comment j'organise mes idées quand je suis au brouillon. C'est vraiment un outil indispensable et je pense que plus vous répéterez cette mécanique, plus vous vous l'approprierez et plus vous serez efficace au moment de la rédaction et aussi de la recherche d'idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à me les poser en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.